Dans le NRV La Suite ce soir, direction le Venezuela avec nos invités. Avant de commencer, petit essai micro avec chacun et chacune pour caler les voix. Saray Suarez, vous êtes photographe, journaliste indépendante, basée à Paris. Oui, tout à fait. Pedro José Garcia Sanchez, vous êtes sociologue, maître de conférence à l'université de Paris-Ouest Nanterre, c'est bon ? Exactement. Luis Colasanté, vous êtes économiste, spécialiste notamment des marchés d'énergie, pétrole, gaz et électricité. Tout à fait. Tout ça, hein. Et Maurice Lemoine. Donc, je suis journaliste spécialisé de l'Amérique latine et je vais publier le 7 mars 2019 un livre qui s'appelle Venezuela, chronique d'une déstabilisation. Eh bien, comme ça, tout est dit. Générique. Moi, un rendez-vous. Rendez-vous. Bonsoir. Bonsoir. Nouveau. Ce soir. Bonsoir et bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent pour le NRV La Suite. Ce soir, direction le Venezuela qui compte désormais deux présidents, Nicolás Maduro élu et Juan Guaidó, le président de l'Assemblée nationale qui s'est autoproclamé président et qui vient d'appeler dimanche dernier à deux nouvelles manifestations pour s'opposer à Maduro et pour l'organisation d'élections libres. Plusieurs pays occidentaux se positionnent pour Juan Guaidó, les États-Unis et le Brésil en tête. L'armée vénézuélienne reste pour l'instant du côté de Nicolás Maduro et ce week-end, 6 pays d'Europe, dont la France, ont donné au président Maduro 8 jours pour organiser des élections libres, un ultimatum que le président a balayé d'un revers de main. Crise politique donc déjà dans un pays touché par une crise économique sans précédent. Selon le FMI, l'inflation aurait atteint 1 350 000% en 2018. Du jamais vu. Une crise économique à laquelle s'ajoute de fait une grave crise humanitaire. Alors, triple crise, deux présidents, comment le Venezuela peut-il s'en sortir ? Autant de questions que l'on va poser avec Christophe Bourseiller ce soir. Titre du débat, Venezuela, deux présidents sinon rien. Le NRV La Suite, c'est parti. France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard. Christophe Bourseiller. Bah écoutez Laurent. Bonjour. Bonjour, ça va, bonne année. Je l'aurais pas dit. ITT, CIA, USA, SAS, El Pueblo, Unido, Yama, Serra, Vincido, je le dis avec l'accent français, c'est plus chic. Allô Hollywood, est-ce que tu nous entends bien ? Oui Laurent, parce qu'il faut bien dire, là c'est mon dernier slogan du jour, que cette tragédie, cette tragicomédie vénézuélienne ferait un formidable film d'Oliver Stone. D'un côté, le gouvernement de Nicolás Maduro, un régime autoritaire, refusant les aides humanitaires internationales, parfois jugé comme populiste, mais élu démocratiquement, sauf si on considère que son élection fut entachée d'irrégularité. De l'autre, le gouvernement de Juan Guaidó, démocratique, libéral, reconnu par un grand nombre de pays, mais pas élu démocratiquement. Alors à l'arrivée, cela donne une crise sans précédent. Deux gouvernements pour un seul État. Nous n'observons ici, Laurent, ni un putsch militaire, ni une révolution populaire, plutôt un cas de figure inédit. Encore un. Alors, faut-il choisir et comment résoudre un tel conflit ? Par un grand débat national à la française. Ah, mais pourquoi pas ? Justement, c'est ce que j'allais dire. Pourquoi pas ? Saray Suarez, à vos yeux, le gouvernement de Juan Guaidó est-il légitime ? Je trouve très intéressant que vous parlez justement de débats qui se passent en ce moment en France parce que au Venezuela, depuis que Guaidó a pris possession de son travail de président de l'Assemblée nationale, sa responsabilité en tant que président de l'Assemblée nationale, il y a eu une série de convocations et d'invitations à faire quelque chose qui s'appelle le Cabildo. Le Cabildo, c'est une réunion des citoyens, à peu près comme les réunions effectivement qui se passent en France en ce moment. Et ces Cabildos, c'est une figure qui est présente dans la Constitution, qui se trouve dans notre histoire ancrée directement en lien, avec l'indépendance, parce que le premier cabildo se produit en 1810. Et c'est à ce moment-là qu'on rejette justement la présence de Vicente Emparan, qui était à l'époque le représentant de la couronne espagnole. Donc, en ce moment, c'est vraiment une similitude énorme. C'était une réunion, justement, à ciel ouvert qui se passe en 1810, où on rejette un pouvoir usurpateur. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Vous évoquez tout à l'heure le fait que Guaidó n'était pas élu démocratiquement. C'est une erreur, monsieur.
car je vous explique, la dernière élection populaire et démocratique réelle qui s'est passée dans le pays, c'était en 2015, et c'était l'élection de l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, la seule institution qui est à jour, si vous voulez, avec cet élément d'une élection démocratique, c'est l'Assemblée nationale. Et Guaido a été, comme député, élu par le peuple. Donc aujourd'hui, simplement, il assume sa responsabilité telle qu'elle est écrite et dictée par la Constitution. Il serait justement en tort et il manquerait à ses responsabilités s'il prendrait pas justement le travail en tant qu'exécutif, en tant que président par intérim, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors Maurice Lemoine, vous êtes d'accord? Juan Guaido est un président légitime qui a été élu démocratiquement? Est-ce que vous me donnez un triple temps de parole? Bah, écoutez, déjà un temps de parole. Déjà normal. un temps de parole. Puis après, Mais c'était on juste pour vous fractionnera. faire remarquer que je suis seul face à 3 opposants vénézuéliens et que donc en termes de débat pluraliste, c'est pas tout à fait équilibré. Oui, c'est justement parce qu'il n'y en a plus autant de personnes comme vous qui soutiennent aveuglément le régime vénézuélien. Il y a bon nombre de chercheurs qui étaient chavistes auparavant, Marc Santupéry qui vous a consacré plusieurs articles d'ailleurs, et bon nombre de ces personnes Excusez-moi, scientifiques c'est à vous sociaux. qu'on a donné la parole là? Non, mais attendez, non, mais J'ai vous donné un posez, élément vous des posez la réponses question, il y a un à élément de votre- réponse à la question. Non, mais attendez. Ensuite, Allez-y, Moi, je vais, Maurice Lemoine. moi, je vais Deuxième élément de respectueusement temps. laisser parler 3 personnes. Bah, Luis qui Cola Santé, représente vous êtes l'opposition. modéré sur Je ne cette question. représente pas Vous ici n'êtes le pas, me gouvernement, semble-t-il, Non, mais un donc, soutenant. à la question que posait Christophe Je Bourseiller. ne crois pas que Luis donc, Cola Santé soit farouche pro-Guaido, il est plus Là, nuancé sur cette question. Bah, c'est très bien, si on est des gens nuancés, je suis ravi. La situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est une tentative de coup d'État, même pas appuyée par les États-Unis, mais dirigée depuis les États-Unis. Bon, ça c'est une première chose. Contre un président constitutionnel, Nicolás Maduro, élu en 2018 et reconnu par la communauté internationale. Parce qu'il faudrait quand même vous faire remarquer que la communauté internationale, ce n'est pas uniquement les États-Unis, l'Union européenne et 12 pays d'Amérique latine, ou 16 pays d'Amérique latine, pour être plus précis. Tout à fait récemment, il y a quelques jours, l'Organisation des États américains, dont le secrétaire général, on va dire, est totalement inféodé aux États-Unis, je pense que personne ne peut me démentir, a tenté de faire reconnaître Juan Guaido, et il n'a recueilli que 16 voix sur 34. J'ai jamais été très fort en Marthe, mais même en Amérique latine, cette autoproclamé, même l'ancien quotidien d'information Le Monde parle d'un président autoproclamé en parlant de Guaido. Donc, c'est comme ça que je l'ai présenté d'ailleurs Oui, tout tout à à l'heure fait. dans le générique. Tout à Luis fait. Cola Santé, comment vous regardez-vous la situation? Moi, du point personnel, je pense qu'il faut, du point personnel, il faut qu'on corrige sur le point. Mon président actuel, c'est Juan Guaido, que je soutiens à 100%. Alors, oui, comme vous dites qu'il y a 3 oppositeurs, oui, je confirme que je suis un de ces 3 oppositeurs. Si vous pourrez répéter votre question. Non, je voulais savoir quelle était votre position. Vous venez de Ah oui, l'expliquer là. en disant que donc Guaido pour vous était donc le président actuel Pour moi, c'est mon président du Venezuela. actuel, oui. Tout à fait. Alors qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Maurice Lemoine? Là, je me tourne peut-être vers Pedro. Quel est votre sentiment? Est-ce que vous êtes d'accord? Maurice Lemoine dit quelque chose. Il dit un processus de déstabilisation d'un gouvernement légitime, qui est celui de Nicolás Maduro, qui a été élu. Il a des arguments. Pedro José Garcia Sanchez. Oui, écoutez, c'est là où pour moi la question se pose et qu'il faut la poser d'une manière précise, mais tout est allé dans les temps. Ce qui va permettre justement sortir cette méconnaissance de la situation vénézuélienne, de la crise vénézuélienne, la faire sortir de cette forme binaire, noir et blanc, ou blanc, soit c'est ça, à travers laquelle bon nombre des représentants de ce qui est Maurice Lemoine justement, donc une pensée binaire dans laquelle il y a des bons, il y a les méchants, il y a les méchants qui sont Trump, les États-Unis, l'impérialisme américain, etc., et puis les autres. Donc les films de Disneyland, ce n'est pas de cette manière-là qu'on peut analyser une réalité complexe comme celle du Venezuela. Et je ne parle pas ici en tant qu'opposant, je parle en tant que sociologue qui mène ses travaux sur le Venezuela, l'Amérique latine, l'Afrique et la France depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc, la question qui se pose, et je pense que Saraí Suárez a apporté déjà un élément de réponse important, c'est qu'on est dans une situation nouvelle au Venezuela. On est dans une situation nouvelle qui a démarré depuis le 10 janvier 2019. Ces jours-là, Nicolás Maduro a prêté serment
en usurpant les fonctions des présidents, parce que déjà, il aurait dû prêter serment face à qui? Face au président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, c'est Juan Guaidó. Oui. Donc déjà, il commence par là, en refusant d'aller prêter serment à l'Assemblée nationale, et il décide de prêter serment devant la Cour suprême de justice. La Cour suprême de justice, d'une part, elle a été nommée d'une manière expédite, juste après les triomphes de l'opposition en 2015, et quelques semaines après, et avant que l'Assemblée nationale prenne son rôle légitime, l'exécutif national agrandit la Cour suprême de justice et fait rentrer toute une série de juges dont les compétences, la probité intellectuelle, la probité morale, il n'en avait aucunement, au point que le président actuel de la Cour suprême de justice, il a été condamné par assassinat. Ensuite à cela, il a fait le nécessaire dans un état de droit qui n'existe pas. Il a été le chef des gangs qui, à l'intérieur de l'appareil de justice, faisait fonctionner les choses. Et donc, vous voyez, à partir de là, rien qu'à partir de ces gestes-là, on voit que les gestes d'usurpation commencent, en tout cas en 2009, avec prêter serment devant une autorité qui n'est pas telle et qui n'a pas la légitimité pour pouvoir nommer et donner la légitimité à un président. Alors, Juan Guaidó a appelé hier 2 manifestations, ce sera mercredi et samedi, l'une contre Nicolas Maduro et en faveur d'élections libres. Quels sont les risques de telles manifestations aujourd'hui, Saïra? Il y a beaucoup de tensions dans la rue parce qu'il y a un risque de confrontation, notamment face aux corps paramilitaires qui ont été montés et organisés par l'État. Il y a quelque chose de très intéressant dans ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure, Monsieur Lemoine, c'est la communauté internationale n'est pas que les États-Unis. Vous avez tout à fait raison. Pour une fois, je suis d'accord avec vous. La communauté internationale, c'est aussi tous ces pays de l'Amérique latine qui sont en train de vivre les conséquences de ce régime dictatorial, les conséquences de l'exode de presque de 12% de la population qui ont fui le pays. On parle quand même de plus de 4 millions de personnes. Et encore, tous les jours, c'est cette masse de gens qui quittent par les différents moyens, par la frontière en marchant, le territoire. Donc le risque de ces manifestations, il est effectivement pressant face à ces groupes paramilitaires qui ont été armés par l'État et aussi par des factions de côté de l'armée qui ont déjà évoqué leur soutien militaire au président. Cependant, il y a quand même aussi en ce moment des signes, des symptômes de division à l'intérieur de l'armée. On ne sait pas jusqu'où ça va. Pour l'instant, on ne connaît pas l'ampleur, on ne connaît pas les différents niveaux dans la hiérarchie. On sait que la caste supérieure militaire elle a manifesté son soutien au dictateur Maduro, mais il y a quand même toute une masse qui suit derrière eux, qui n'est pas forcément de même avis. Je voulais faire une petite précision par rapport à l'autoproclamation. On ne peut pas juger l'actualité de Venezuela avec une image, avec une photo d'un député qui lève la main. C'est très simpliste de se référencier juste à cette image. Il faut aller vraiment à la Constitution, il faut regarder en détail tous les éléments qui permet justement de parler d'un président par intérim, parce que c'est ça qu'il a évoqué être. Il n'a jamais été proclamé effectivement comme président élu de Venezuela, mais un président intérimaire. Bon, on va revenir sur cette situation dans quelques instants. Tout de suite, je vous propose de rester d'une certaine façon au Venezuela avec un premier album, Cambio. Il va sortir le 8 février prochain. C'est celui de la franco-vénézuélienne, la Chica, dans le NRJ.
Rendez-vous. C'est un pays ruiné dont l'inflation atteindra 10 millions de % cette année selon le FMI, dont les magasins d'alimentation et les pharmacies sont vides. Le Venezuela est le théâtre d'émeutes de la faim avec ses files d'attente qui s'allongent. Ça fait 2 mois que je n'ai pas mangé de riz, pas une miette. Le nouveau rendez-vous. 5 mois que je n'ai pas pu acheter du sucre. Et il est aujourd'hui au bord de la faillite. C'est sérieux, combien de temps ça va durer? Laurent Goumard. Au énervé la suite ce soir, direction le Venezuela qui connaît une crise politique sans précédent avec 2 présidents. Nos invités, on va en parler tout de suite avec eux. Sara Suarez, vous êtes photographe, Pedro José Garcia Sanchez, sociologue, Luis Colasante, économiste et Maurice Lemoine, journaliste. Tout à l'heure, on va parler de l'ultimatum européen, puis du Venezuela dans une crise politique mondiale. Mais tout de suite, retour sur l'économie de ce pays. Il est temps d'en parler, surtout parce que c'est l'un des principaux reproches qu'on formule vis-à-vis du gouvernement actuel de Nicolas Maduro. Là, je lisais un article dans Le Monde, quand même, ou dans le Figaro, assez étonnant le 14 janvier, qui disait l'inflation galopante et la pénurie de liquidités ont quasiment mis fin au vol à main armée et aux enlèvements. Alors, Maurice Lemoine, est-ce que c'est pas ça le principal reproche qu'on peut faire à Nicolas Maduro, et ce en quoi il aurait d'une certaine façon rompu, même avec son prédécesseur Hugo Chavez, c'est par cette politique d'austérité extrême à laquelle il réduit le pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais je vais pas répondre à votre question. Je vais pas répondre à votre question parce que j'ai entendu les arguments exprimés par 3 personnes qui ont parfaitement le droit et auxquels je serais censé ne pas répondre. Donc je vais répondre à ce que j'ai entendu auparavant. Sur la situation économique, je me défausse pas. Je vais vous faire une citation. Elle date du 28 octobre 2015. C'est sur CNN. Et c'est John Kelly qui est le chef de ce qu'on appelle le Southern Command, qui est le commandement sud de l'armée des États-Unis. Il dit à ce moment-là, s'il y a une crise humanitaire importante, c'est-à-dire un effondrement de l'économie au point que les Vénézuéliens aient désespérément besoin d'aliments, d'eau et de choses comme ça, alors nous pourrions réagir. C'est-à-dire qu'en 2015, déjà, la nécessité d'une intervention humanitaire au Venezuela est posée par les États-Unis. Vous voulez dire que la crise économique serait en quelque sorte le fruit de la politique américaine des États-Unis et non celle de Maduro? Tout à fait. Maintenant, je vais répondre à quelques-uns des arguments. Et je pense qu'ils répondront aussi à ce que vous venez de dire sur l'économie. Non, mais moi, je respecte Allez-y, répondons-nous les uns les autres. Maurice Lemoine. Mais à la suite, parce que là, il a un élément de réponse. Non, attendez, vous êtes fatigant. Maurice Lemoine, allez-y. Allez-y. Le président de l'Assemblée nationale, Juan Guaidó, l'opposition a gagné les élections législatives de décembre 2015. Ça a été reconnu immédiatement par le gouvernement, on est d'accord. L'Assemblée nationale, dominée par la droite, a donc pris ses fonctions en janvier 2016. Elle a immédiatement lancé un défi à Nicolas Maduro. On est dans une situation de cohabitation telle qu'on l'a connue en France. L'opposition à ce moment-là, le président s'appelle Ramos Ayoub, il dit « Nous nous donnons 6 mois pour sortir Maduro ». Et pour défier le président, l'Assemblée nationale fait prêter serment à 3 députés d'Amazonas qui n'ont pas été élus dans des conditions régulières. Et à partir de ce moment-là, l'Assemblée nationale, c'est le tribunal suprême de justice qui décide, étant desaccato, outrage à l'autorité, et effectivement, toutes ces décisions sont récusées par le tribunal suprême de justice, de sorte qu'elle est hors jeu, elle se met hors jeu. Et ça, jusqu'à ce qu'elle soit revenue sur sa décision. Ça, c'est un premier point. Donc effectivement, le président Maduro n'a pas été prêté serment devant le président de l'Assemblée nationale, qui pour l'instant n'est pas légitime. Deuxième point, l'élection de Maduro. Luis Colasante est sur la fameuse émission de juillet 2017 sur France 24. Vous expliquez la position de l'opposition vénézuélienne, il disait « Nous voulons des élections présidentielles anticipées ». Il y a eu ensuite pendant plusieurs mois un dialogue entre le gouvernement de Nicolas Maduro et l'opposition vénézuélienne. Il y a eu un accord sur les conditions dans lesquelles se déroulerait l'élection anticipée, les garanties données à l'opposition, et le 8 février 2018, alors que tout le monde allait signer, sur ordre de Washington, le représentant de l'opposition a refusé de signer. De sorte que, y compris le médiateur, Luis Zapatero, l'ancien président du gouvernement espagnol, a exprimé sa stupéfaction, pour ne pas dire son indignation. Et ensuite, Maduro a dit, nous allons respecter et nous allons organiser ces élections anticipées. Et bien sûr, comme l'opposition a appelé au boycott, seul un candidat de l'opposition modérée s'est présenté et c'est Maduro qui l'a emporté. Et pourquoi l'opposition a appelé au boycott ? Tout de suite avec Pedro José Garcia Sanchez. Oui, parce que c'est fatigant. L'histoire, la façon Disneyland, c'est vraiment problématique. Et écoutez. Pourquoi l'opposition appelait-elle à boycotter les élections proposées par Maduro ? Tout simplement parce que les principaux
leaders de l'opposition étaient en prison, en exil, poursuivis politiquement. Tout le travail qu'a fait le chavisme depuis 20 ans, ça a été de très bien suivre les leaderships émergents dans l'opposition et faire le travail qu'il faut pour que ces leaderships ne durent pas plus de 2-3 ans. Il les laisse avoir un mandat, que ce soit gouverneur, conseiller municipal, etc. Et au cours de ces mandats, ils font tout le travail politique, mais aussi judiciaire. Ils criminalisent l'action politique d'opposition pour faire que ces leaderships, au bout de 3 ans, ils capotent. Donc pour les élections justement de l'année dernière, et ces élections ont été contestées non seulement par l'opposition, ces élections ont été contestées par la plupart des ONG mondiales, internationales, les associations qui font un travail de veille électorale. Les observateurs internationaux, soi-disant, qui sont venus, c'était tous des observateurs qui n'étaient pas reconnus par les ONG internationales qui font ce type de travail. Donc, et dire aujourd'hui que l'élection de Maduro a une légitimité, c'est absolument faux. Et c'est à partir, justement, de cet usage des faux et de ce que cela amène au niveau international, de voir une situation dans laquelle il y a une crise humanitaire qui, exactement, elle date pas de 2015. La crise humanitaire, elle a commencé depuis l'année 2006-2007 dans les hôpitaux publics vénézuéliens. Je vous renvoie à un article publié dans la revue Sociologie qui s'appelle Quand l'urgence règne, qui a été publié il y a 2 ans, fait sur la base d'un travail de terrain dans les hôpitaux vénézuéliens, dans lesquels j'ai montré justement, parce que c'était mon père qui était dans l'hôpital et que j'ai passé pendant 2 mois dans un hôpital public, en voyant comment depuis les seguilles, les sérums physiologiques, n'importe quel médicament dans un hôpital public, il fallait l'acheter. Et pour l'acheter, il fallait passer par les mafias pour l'acheter. Et depuis cette époque-là, les présidents du conseil des syndicats des médecins avaient déjà fait un appel à l'aide humanitaire, avaient commencé à faire des appels à l'aide humanitaire depuis 2006-2007. Et continuellement, qu'est-ce que s'est-il passé? Tous ceux qui ont fait des appels à l'aide humanitaire et qui avaient une position importante ont été emprisonnés, ont été poussés dehors de leurs fonctions, et voilà ce qui se passe. Donc, vous voyez comment la question se pose. Ce qui se passe aujourd'hui, il faut arrêter de l'analyser à partir de ce qu'il y a dans la pointe de l'iceberg. Il y a un processus de dégradation sociale, institutionnelle, des croyances dans les institutions publiques, des fonctionnements pour faire que ces pays tiennent au-delà de ces ressources pétrolières qui n'y est plus. D'où que la légitimité de Maduro, elle est contestée au niveau politique, au niveau social, au niveau économique. Aujourd'hui, les 80% de l'opposition qui est dans la rue, c'est des anciens chavistes. Il faut les dire, il faut les faire comprendre. C'est pour ça que je me révolte lorsque je vois qu'en France, il y a une forme de comprendre la situation vénézuélienne à partir des catégories qui viennent des années 70 Pinochet, des années 60 Cuba, alors qu'on dirait que c'est presque un réflexe du vieux continent avec des vieilles catégories qui n'arrivent pas à analyser ce qui est cette situation politique aujourd'hui dans laquelle il y a toute une série de pays qui ont été de gauche et de droite et qui sont qui entourent les Vénézuéliens non seulement en Amérique latine et dans le monde, et que là, il y a un mouvement important pour sortir de ce totalitarisme par compte-gouttes qui s'est installé, et face à cela, donc, il faut avoir une nouvelle compréhension de ce qui se passe et quels sont les enjeux aujourd'hui, d'où que l'aide humanitaire, ça soit la première mesure qui est mise à l'avant par Juan Guaidó. Et c'est très important cela, parce que en demandant cela, il est en train de dire à tout le monde, aux chavistes, aux militaires qui ont soutenu Chavez, à ceux qui sont de l'opposition, écoutez, la première chose à faire, c'est laisser rentrer l'aide humanitaire. Si vous voulez, vous pouvez nous fouiller pour que vous voyez qu'il n'y a pas des armes. Il faut la nourriture, il faut des médicaments. Et c'est par là qu'on commence. Et suite à cela, c'est qu'on peut vraiment entreprendre la transition et envisager les nouvelles élections qui doivent se tenir.
du Britannique James Blake, soutenu par la voix de la Catalane Rosalia dans le NRV. Au Venezuela, le président autoproclamé Juan Guaidó maintient la pression. Ce n'est pas le moment d'avoir peur, ni de reculer. Il a appelé hier à 2 nouvelles manifestations, mercredi et samedi prochain. Le nouveau rendez-vous. Guaidó qui par ailleurs tente de faire basculer l'armée de son côté en offrant l'amnistie aux soldats. Laurent Goumard. 6 pays européens, dont la France, ont donné à Nicolas Maduro jusqu'à dimanche pour convoquer des élections. Personne ne nous donne d'ultimatum. Le Venezuela suit son chemin sans l'Europe. Sur France Inter. Au NRV de la Sud ce soir, retour sur la situation vénézuélienne. On en parle avec nos invités. Saray Suarez, photographe, Pedro José Garcia Sanchez, sociologue, Luis Colasante, économiste, et Maurice Lemoine, journaliste. On entendait à l'instant le rappel de la situation et notamment l'ultimatum européen, puisqu'Emmanuel Macron a annoncé ce week-end que le peuple vénézuélien devait pouvoir décider librement de son avenir. Sans les élections annoncées dans 8 jours, la France serait prête à reconnaître Guaidó comme le président en charge du Venezuela. L'ultimatum a été rejeté par Nicolas Maduro. C'est quoi le scénario qui va arriver? Là, il faut vraiment voir en détail comment évoluent les choses. Regardez ce qui s'est passé avec l'ambassade des États-Unis. Il avait donné 62 heures aux membres, au personnel de l'ambassade pour quitter le pays. Et après, il a changé d'avis, il a reculé. Les gens de l'ambassade sont restés sur place. Donc, Nicolas Maduro a dit dans une conférence de presse, non, j'ai rompu relation diplomatique avec Trump, mais pas avec le peuple des États-Unis. Et d'ailleurs, je vais continuer à vous envoyer de pétrole. Donc, lui, toujours, a eu cette attitude d'avancer, de reculer dans certains éléments où on voit pas très clair quel est son jeu. Il essaye tout le temps de confondre l'opinion publique pour gagner en permanence de temps. C'est la même chose qu'il a fait avec les dialogues différents proposés en République dominicaine avec le Vatican. Mais vous pensez que les élections auront lieu ou pas alors? Les élections, on ne sait pas comment il peut réagir. C'est ça la situation justement. Il peut s'inventer dans les jours qui viennent une réponse positive en disant oui, finalement on va faire une élection, mais pas tout à fait comme vous voulez les Européens parce qu'on ne suit pas ce que vous nous indiquez, mais on va la faire à notre sauce. Donc ça c'est pas à écarter comme possibilité. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que, là, je suis désolé Maurice Lemoine, mais c'est une évidence, c'est qu'on n'est pas dans le cas de figure d'un putsch, puisqu'il y a une élection qui se profile, puisqu'il y a quelqu'un qui dit « je veux des élections ». Il aurait été peut-être facile de faire un scénario à la Pinochet, dans lequel une partie de l'armée, par exemple, prenne le pouvoir, vire Maduro, c'eût été une solution en Amérique latine assez courante. Oui, or, c'est pas ce qui se passe du tout, là. Vous devriez suivre l'actualité d'une manière plus attentive. C'est pas nouveau ce qui se passe en ce moment. 2009, Honduras, renversement de Manuel Zelaya par le Parlement. 2012, Fernando Lugo, Paraguay, renversement de Fernando Lugo par le Sénat. Dilma Rousseff, on a parlé de coup d'État constitutionnel, parlementaire, etc. C'est-à-dire que les méthodes ont évolué, contrairement à ce que dit monsieur. Moi, mes références, c'est pas le coup d'État contre Salvador Allende. Effectivement, évidemment, que les méthodes ont changé. Et par ailleurs, l'opposition vénézuélienne, dans son grand désarroi, ne réussit pas à trouver un Pinochet. Elle cherche désespérément. Trump cherche le Pinochet vénézuélien. Excusez-moi, mais il faut arrêter de poser le débat en termes de gauche et de droite. Non, mais attendez, ici, on parle d'un débat entre démocratie et totalitarisme, monsieur. Il s'agit pas de poser... Parce que le Honduras, c'est un pays totalitaire. Non, je parle de Paraguay, Venezuela. c'est un pays totalitaire. C'est un débat sur le Venezuela, je vous rappelle. C'est les cas du Cuba, c'est les cas du Nicaragua. C'est 60 ans quand même au Cuba. C'est 40 ans au Nicaragua. C'est 20 ans au Venezuela. C'est bientôt 13 ans en Bolivie avec Evo Morales qui a perdu le référendum pour se faire réélire. Et là, il est en train d'invoquer des arguments des droits de l'homme pour pouvoir se faire réélire contre la vie. Oui, d'accord, mais c'est vrai que dans le cas, par exemple, de Dilma Rousseff, il y a eu des élections après. Légitimes. Je veux dire que l'important, c'est qu'il y ait des élections qui soient légitimes. Il peut y avoir, dans tous les pays du monde, il y a parfois des élections anticipées et puis d'une campagne électorale et que le meilleur gagne. Luis Colasante, le regard de l'économiste sur cette situation. Ok, en faisant réponse à ce qu'il vient de dire M. Lemoine, il faut mettre en contexte parce que je pense très bien où elle est venir, c'est dire que c'est les États-Unis qui est derrière tout ça, encore une fois. Les États-Unis n'est pas plus mêlé que Cuba, ou que la Turquie, ou que la Chine, ou que la Russie alors. Alors il faut ça également le mettre sous la table. Il faut signaler que quand même les États-Unis et le Venezuela ont une relation dans laquelle les États-Unis lui payent en cash les 300 000 barils de pétrole qui leur envoient chaque jour, à différence de Cuba qui ne lui paye pas en cash. Ils lui payent en quoi? En paramilitaire? Oh non? Alors, en quoi? Alors,
service de renseignement. Des vers sont en train de voler à travers le studio. Donc c'est payé en cash. C'est payé en cash. C'est pour ça que Venezuela continue à avoir besoin d'avoir cet échange avec les États-Unis. Et c'est grâce à ça également que le Venezuela fait une rentrée de 18 millions de dollars par jour. Alors on est où dans cette crise économique? On parle de crise économique et par ailleurs il y a du cash qui arrive comme ça. Tout à fait, parce qu'en fait il y a une publicité, c'est ce qu'ils vont, qu'il y a une guerre économique, que peut-être vous pouvez m'expliquer un petit peu plus où est cette guerre économique. Cette guerre économique, elle n'existe pas. Il y a vraiment des sanctions envers des hommes politiques et des militaires qui ont avec des comptes avec aux États-Unis, qui ont été gelés, mais ça reste des personnes morales, des personnes physiques. Des sanctions personnelles. Il s'agit que c'est pas les sanctions internationales, c'est pas des sanctions contre le Venezuela. C'est pas un blocage contre le Venezuela comme celui que Cuba évoque depuis toute cette histoire. C'est des sanctions personnelles contre les biens immeubles, des appartements, des voitures, des comptes bancaires personnels de tous ces membres de gouvernement qui ont volé l'argent du Trésor national et qui l'ont installé aux États-Unis, dans des îles, dans des paradis fiscaux, etc. Et alors comment ça va se terminer toute cette histoire? Parce que finalement, on dit c'est l'armée qui va décider en fin de compte. Pour l'instant, l'armée, elle ne bouge pas. Elle regarde, elle compte les points, pourrait-on dire, ou elle est du côté de Nicolas Maduro? C'est difficile à dire. Qu'est-ce que vous en pensez, Sarah Pour l'instant, il faut patienter. Ça, c'est pas une affaire qui va se résoudre en une semaine ni en 15 jours. Nous sommes en train de passer une phase de transition. C'est la première fois que l'opposition est en train d'utiliser le facteur surprise d'une façon assez intéressante. Ils ont commis des erreurs auparavant. Des graves erreurs, l'opposition, lors de leurs différentes présidences à l'Assemblée nationale, lors des convocations qui n'auraient pas dû être faites. Mais aujourd'hui, par la première fois, il y a une organisation assez coordonnée d'une nouvelle génération des jeunes députés qui sont derrière cet nouveau projet de pays. Et d'ailleurs, les premières actions, au-delà d'appeler l'entrée de l'aide humanitaire, c'est aussi la nomination des représentants avec les États-Unis. Il y a eu aussi la réponse des États-Unis de donner à Guaido le contrôle financier de certaines actions pour l'instant. Il y a déjà des actions de gouvernement qui sont en train de se dérouler de la part de Guaido pour reprendre un peu les contrôles économiques du pays et arrêter cette fuite d'argent qui, évidemment, à la fin d'une dictature, ça va toujours s'accélérer pour essayer de sauver les meubles de bateau. Écoutez, je voudrais rester courtois. J'ai quand même entendu des gros mensonges là. Non, enfin, franchement, les sanctions, des États-Unis. Que la crise humanitaire, c'est la faute. Que la crise humanitaire, c'est la faute des États-Unis, c'est quand même un mensonge assez monstrueuse. Bon, ça y est. Oui, bien sûr. Merci. Au cas où ça vous aurait échappé, il y a des sanctions des États-Unis contre le Venezuela, et ce ne sont pas uniquement, comme ça a été dit, c'est pour ça que je réagis, des sanctions personnelles. Actuellement, vous avez l'organisme européen Euroclear qui gère les transactions financières, qui bloque 1,6 milliard de dollars du Venezuela. 1,6 milliard qui sont destinés à acheter des aliments et des médicaments. Vous avez depuis 2 jours, on le sait, la Banque d'Angleterre qui bloque 1,2 milliard d'or que le Venezuela possède et veut rapatrier au Venezuela. Je vous coupe tout de suite parce que manifestement il y a une réaction, Louis Cosette. Oui, c'est vrai que je suis vraiment par rapport aux chiffres qui viennent d'être dits, c'est pour cette raison que vous vouliez intervenir? Tout à fait. Il y a de la banque anglaise, ils ont gelé les actifs que le Venezuela avait mis en réserve nationale. Donc c'est ce que vient de dire. Tout à fait. Mais il faut bien expliquer parce que le Royaume-Uni avait dit que le nouveau président était Juan Guaidó. Et non, c'est avant, ne me faites pas rigoler. Là, vous me permettez de donner un élément de réponse. On est sur le service public, essayez d'être décent quand même. Vous me permettez de donner un élément de réponse pour éclaircir cette situation. Et les sanctions qui ont été émises, pas seulement par les États-Unis, mais aussi par d'autres pays. Ouais. Il y a le Canada, il y a l'Organisation d'États américains, il y a d'autres nations qui s'engagent à cela. Ça fait 1 an et demi qu'elles existent, d'accord? Et jusqu'à 2018, 3/4 de ces sanctions étaient consacrées à des personnes et les hauts fonctionnaires publics vénézuéliens qui avaient tout simplement volé l'argent et qui, n'ayant confiance dans le fait de placer son argent dans
Cuba et Russie, etc., placent son argent dans les endroits où tous les capitalistes du monde placent leur argent, c'est-à-dire les paradis fiscaux, Andorra, États-Unis, etc. Et évidemment, l'argent qui circule de cette manière-là, à un moment, il se stabilise quelque part. Il se stabilise dans des pays qui exercent leurs compétences en disant, cet argent, il vient d'où? Comment il est arrivé ici? Comment un fonctionnaire qui gagne une quantité qui ne le permettrait jamais d'acheter une maison à Miami, un villa, peut avoir cet argent-là? Donc, par rapport à cela, chers amis, on est en train, et justement, c'est ça la nouveauté du phénomène politique vénézuélien, on est en train de voir en face les possibilités de ce qu'on appelle une justice transitionnelle, une justice sans frontières. Cette justice-là, qui va chercher l'argent qui est mal obtenu, va voir comment faire pour. Et là, il est un véritable blocus. Il est bloqué dans les banques, mais pour qu'il puisse revenir et être utilisé dans les budgets publics dans lesquels il y aura des gens qui vont rendre compte de comment l'utiliser, parce que ça fait 20 ans, et ça c'est la gouvernance chaviste qui ne rend pas compte de la façon dont il utilise l'argent. Eh ben, ça sera le mot de la fin pour aujourd'hui. On reviendra sur ce sujet peut-être encore cette année, parce que manifestement, le débat n'est pas clos. N'est pas clos, et la situation n'est pas du tout claire. Il a été équilibré, cela étant fort connaître. Merci à vous. Justement, moi, le mot de la fin, je trouve qu'il y a une jolie phrase de Maurice Lemoine. Écoutez, je voudrais rester courtois. Eh ben, ça sera parfait. Ça sera le mot de la fin. Merci Pedro José Garcia Sanchez. Merci Luis Colasanté, Sarah Suarez. Je rappelle qu'on peut vous suivre, entre autres, sur Twitter. Et Maurice Lemoine, prochain livre? Venezuela, chronique d'une déstabilisation aux éditions Le Temps des Cerises. Au mois de mars. « 17 avril, une programmation qui a du chien de Jean-Baptiste Audibert. Le NRV, c'est fini pour aujourd'hui. Cette année, c'est chaque jour, dès 18h en avant-première sur franceinter.fr et en podcast, 22h minuit à l'antenne, comme tout le monde. La réalisation était signée Marion Lelay et Juliette Medevielle. Préparation Virginie Rosic, Benoît Laganne, Corinne Valente, Laure Grand-Besançon, Xavier Crouet. À la technique, Juliette Telperou, Ludovic Asselot et Johanna Gabric. Demain, on se retrouve tous et toutes. Et on sera là avec lui. Les journalistes sont un petit peu cons, mais ça on peut pas. Mais non, mais c'est toujours les mêmes questions. Alors c'est vrai que vous êtes fan de hard rock ?
J'ai une gueule à écouter du zouk? On va lui poser cette question, on verra la réponse. Dedo du Jamel Comedy Club passe avec la BD, avec White Spirit. Fred Grivois filme la première intervention de ce qui deviendra le GIGN. Et dans le NRV la suite, article 13, l'Europe contre YouTube, droit d'auteur contre liberté d'expression, tout est dit. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le bonsoir. À demain. Rendez-vous. Tu vas donner rendez-vous demain.